On va tout de suite passer à la table ronde. Donc je vais inviter Jean-Marie Muller à nouveau à nous rejoindre. N'hésitez pas à monter, à prendre place tout de suite. Nicolas Braun, donc, qui est élu à la fois à la ville d'Épinal, à la communauté d'agglomération et au SCOT des Vosges centrales. Installez-vous librement. Jean-Claude Mensch, qui s'est installé tout au loin dans la salle, qui est maire d'Ungersheim, donc commune à peu près voisine, pas très éloignée d'ici. Et puis Michael Wilke, à nouveau, si vous voulez nous rejoindre aussi, donc maire de Lorard en Allemagne. Hop, on va. Je vais récupérer le petit. Bon, ce sera pour tout à l'heure. On vous a identifié, vous êtes là-bas. Alors, un petit peu de. Il faut décompresser un peu les neurones. Je vais tout de suite vous passer la parole, Jean-Marie Muller. Vous avez effectivement fait une ouverture, mais sans largement présenter les différentes actions du territoire. On a évoqué avec Christian Dutertre des questions de nouveaux modèles économiques qui sont à investiguer, mais je pense que ce qui est nouveau, enfin peut-être quelque chose que la dynamique territoire énergie positive a introduite dans l'esprit, c'est de ne pas considérer que la transition énergétique est avant tout et uniquement une problématique environnementale, mais aussi une problématique avec des dimensions économiques et sociales. Et c'est ce sur quoi on va s'attarder un petit peu sur la première partie de cette table ronde. Et notamment voir le lien avec les questions de développement local, développement territorial, création de richesses, création d'emplois qui sont envisageables dans les territoires. Comment, Jean-Marie Muller, justement, ces questions résonnent sur votre territoire, celui de la vallée de Kaysersberg, le lien avec le social, le lien avec l'économie? Est-ce que vous avez justement des actions concrètes qui peuvent un petit peu matérialiser ça? Oui, ça marche ça. Oui. Alors, je voudrais vous donner simplement deux exemples. Le premier exemple concerne la plateforme bois énergie. Toutes les communes ici sont des communes forestières. Et longtemps, moi qui ai eu un père garde forestier, on parlait des sous-produits de la forêt. C'est-à-dire tout ce qu'on n'arrivait pas à vendre comme bois pour l'industrie, le bâtiment, la construction, etc. Et le reste restait en forêt et ça s'arrêtait là. Et on se dit que c'est quand même dommage de perdre cette ressource. Donc aujourd'hui, cette ressource est utilisée, que les communes vendent ce produit forestier à la plateforme bois. La plateforme bois, c'est quoi? C'est un équipement industriel construit par la collectivité, la communauté de communes, pour déchiqueter le bois et en faire des copeaux, pour alimenter 8 chaudières à bois dans la vallée. Certaines vendent de la chaleur, d'autres chauffent la piscine, les bâtiments publics, etc. Et pour l'exploitation de cette plateforme bois énergie, on a passé une délégation de service public avec une association. On aurait pu prendre une entreprise, mais on l'a fait avec une association qui la gère, qui l'exploite, et une association qui emploie des travailleurs handicapés, des adultes handicapés, sous la forme d'un ESAT. Donc on a à la fois un double objectif qui est de procurer du travail à des gens qui en trouveraient peut-être pas autrement, et puis des gens qui sont dans la vallée, à tel point que à partir de l'exploitation de cette plateforme, eh bien, l'ESAT aujourd'hui construit un centre d'hébergement pour adultes, enfin, etc. Après une expansion extrêmement importante, et les responsables nous disent, si demain on n'a plus la plateforme, il n'y a plus de boulot pour personne. Donc on a là une retombée directe en termes d'emploi. On a aussi une retombée directe, évidemment, puisque ensuite cette plaquette est revendue aux communes. Donc les communes à la fois vendent leur bois et rachètent la plateforme. Donc elles maîtrisent un peu c'est pas toujours simple, mais elles maîtrisent un petit peu les prix, en quelque sorte. Voilà, donc pour chauffer, comme je l'ai dit, un ensemble de réseaux de chaleur. Et aujourd'hui, bien, on essaye, dans le cadre de notre projet Ma Vallée 2030, de mettre en synergie ces réseaux de chaleur pour les rendre plus performants avec
un conseiller en économie partagée et des solutions de ce type-là. Autre exemple, rénovation énergétique des bâtiments. Donc on a décidé que tous les bâtiments construits, toutes les maisons individuelles, on ne parle pas pour l'instant des bâtiments publics, construites avant 1975, donc c'est la date qu'on s'est fixée, qui étaient en situation de précarité énergétique, pouvaient, en tout cas on les incite à faire de l'isolation et atteindre un niveau BBC. Et pour cela, donc, on a créé une plateforme, embauchant un conseiller, etc., qui est un point d'entrée unique, très unique, et en faisant intervenir des groupements d'entreprises, qui sont des entreprises locales, des artisans locaux, donc qui doivent avoir un label, qui ont une formation, qui se regroupent. Donc il y a une formation globale, c'est-à-dire on n'aide pas simplement la chaudière qu'on remplace, c'est une rénovation globale du bâtiment avec tous les corps de métier. Donc il y a un corps de métier qui accepte de prendre un peu la maîtrise d'œuvre et la coordination pour le compte des autres et qui interviennent directement et qui réalisent un projet. Donc notre ambition, c'est d'en réaliser 160 par an sur l'ensemble de la vallée. Alors ça s'est maintenant élargi au Grand Pays. Grand Pays, ça intègre également Colmar, qui est la ville-centre, voilà, parce qu'on s'aperçoit aussi assez rapidement que ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, le potentiel n'est pas là et que les entrepreneurs, il faut leur trouver un marché, mais toujours est-il que ces entrepreneurs sont des entrepreneurs locaux. Quasiment tous les corps de métier du bâtiment se sont associés, en quelque sorte, à travers ce groupement pour répondre aux commandes des particuliers. Donc voilà, à travers ces deux exemples, comment est-ce qu'on peut allier à la fois les questions environnementales, sociales et entrepreneuriales. Et la question de la rénovation du bâtiment, je pense, en termes de création de marché, on va y revenir demain. Il y a un atelier qui est consacré à cette question. Et on y reviendra même vendredi matin sur la dimension d'un outil financier de facilitation pour la mise en œuvre, pour la création de la demande en fait, de rénovation. Et vous travaillez pour l'instant aussi sur l'offre. Et l'idée, c'est que tout ça monte en puissance petit à petit. La filière bois, vous l'avez évoqué, c'est évidemment un des ressorts de développement historique sur les Vosges centrales. Comment ce développement historique autour du bois et notamment de la papeterie, vous avez pu le coupler ou ça a pu interagir avec une dynamique de développement durable, peut-être plus largement sur votre territoire, Nicolas Braun? Oui, donc effectivement, le département des Vosges et plus spécifiquement les Vosges centrales donc sont un territoire de forêt et de bois puisqu'on a à peu près 50% de la surface qui est forestière. Et la spécificité, on va dire dans l'est de la France, c'est qu'on a 2/3 de forêt publique. Donc c'est quand même plus facile d'imaginer un projet de territoire lié à la forêt quand les 2/3 appartiennent aux collectivités ou voire à l'État. À titre d'exemple, la commune de la ville d'Épinal possède 3600 hectares de forêt communale. Donc ça montre l'importance de cette filière-là. Et derrière la forêt, il y a bien évidemment une filière bois qui est extrêmement bien structurée sur le département depuis bien longtemps. Donc le développement de la filière bois dans les Vosges passe par deux axes qui sont le bois énergie dont mon voisin vient de parler, mais je vais détailler un peu la démarche de la ville d'Épinal, et puis ensuite je vous parlerai du bois matériaux. Donc dans le département des Vosges, on a une cinquantaine de chaufferies collectives qui sont mises en place. Et spécifiquement en ce qui concerne la ville d'Épinal, donc on a eu une évolution, une montée en puissance des réseaux de chaleur, puis des réseaux de chaleur biomasse. À l'heure actuelle, on a un réseau de 27 km avec 3 chaufferies, dont une cogénération qui vient d'être créée. Donc les besoins globaux annuels sont de 97 gigawattheures et qui sont couverts à l'heure actuelle à 85% par la biomasse. Juste encore quelques chiffres, je vais éviter de vous assommer, mais la production, c'est 10 000 équivalents logements électriques, 18 000 équivalents chaleur, 32 000 tonnes de CO2 évitées par an
Et lorsqu'on a mis en place la deuxième chaufferie bois qui remplaçait du charbon sur un réseau de chaleur historique, on va dire, hein, des années 60, donc à titre d'information, le charbon était à l'époque bien évidemment lorrain, mais les dernières années, il venait d'Afrique du Sud. Donc en matière de développement durable, c'était plus trop ça. Donc on est passé en bois. C'était ni durable ni territorial. Hein, non, voilà. Et donc la facture pour, entre autres, en logements sociaux, a diminué de 20% quand on est passé en bois, en particulier grâce à la TVA à 5,5. Donc impact sur les factures, donc facilitation finalement sur le fait de se chauffer. Oui, oui. Et puis en matière de communication, c'est toujours plus facile quand on annonce 20% de réduction. Donc voilà un exemple au niveau du bois énergie. Alors c'est vrai que monsieur le maire parlait tout à l'heure de la diversification des énergies renouvelables. C'est vrai que le SCOT des Vosges centrales est actuellement, a fini une étude sur l'ensemble des énergies renouvelables, mais comme sur le territoire de Kaysersberg, le bois énergie est quand même une opportunité de développement des énergies renouvelables qui est vraiment prioritaire. Voilà. Et alors sur le poids matériaux, vous évoquiez, oui. qui a donné lieu à une structuration assez significative chez vous. Oui, alors en ce qui concerne le bois matériau, évidemment, dans les Vosges, je vous disais, on a une tradition d'utilisation du bois matériau, que ce soit dans la construction, que ce soit dans la trituration avec un historique papetier qui date du Moyen-Âge. On a innové à plusieurs niveaux sur les bois matériaux. Tout d'abord, à l'échelle de l'agglomération d'Épinal, on a été initiateur d'une grappe d'entreprise dont je vous parlerai plus tard, enfin juste après la Green Valley. Et on est également porteur de pôles de développement économique, un lié à l'image, donc voilà, à Épinal, on parle d'image, et également de bois écomatériaux. Donc sur ce domaine-là, l'agglomération d'Épinal a créé donc une grappe d'entreprise qui s'appelle la Green Valley. Donc là, il y a eu un travail extrêmement fouillé en matière d'économie circulaire et qui est en plein développement à l'heure actuelle. Donc c'est l'agglomération qui est initiatrice, mais rien n'aurait pu se faire sans la papeterie Norske Skog Golbey, qui est la plus grande papeterie européenne de papier journal. Donc c'est vraiment le cœur de cette Green Valley-là, qui est axé sur la filière bois, en particulier donc le papier, avec un approvisionnement européen en matière de papier recyclé, puisque à titre d'exemple, la deuxième machine qu'ils ont mis en place, ça a été à l'époque un investissement de 2 milliards de francs, et c'était uniquement pour de la production de papier journal à partir de papier recyclé. Donc autour du papier, il y a aussi un travail très poussé sur les bouts de recyclage, puisque qui dit papier recyclé dit boue importante. Le deuxième axe, c'est l'énergie, avec une cogénération de grosse taille, enfin industrielle, avec de la vente de chaleur à différentes entreprises de la Green Valley, et même plus largement, il est prévu plus largement. Et puis il y a un projet d'ici à la fin de l'année, de très grosse dimension également, de méthanisation liée au bout. Il y a également un axe de travail sur l'isolation et les écomatériaux avec l'unité Pavatex. Et puis, il y a un projet qui va sortir en matière de chimie verte. Donc on est sur un schéma d'écologie industrielle, on pourrait dire, oui. En termes d'interaction entre les acteurs. C'est quelque chose qui est travaillé particulièrement. Oui, puisque la chaleur est vendue à plusieurs... Donc la chaleur circule entre les entreprises.
les matières premières également, que ce soit des plaquettes forestières, que ce soit du papier recyclé, puisqu'il y avait il y a une unité également d'isolant à partir de papier. Donc il y a vraiment une synergie entre les entreprises. Oui. On reviendra peut-être sur quelques éléments chiffrés sur lesquels vous avez travaillé à l'échelle du SCOT, c'est assez parlant un petit peu plus tard. Oui. Je vais juste passer la parole maintenant à Jean-Claude Mensch. Vous êtes finalement dans une dynamique à l'échelle de la commune d'Ungersheim qui ne convoque pas directement le développement économique, les questions sociales, etc., mais plus largement une dynamique de transition. Alors qu'est-ce que vous entendez par là et comment vous raccrochez finalement cette dynamique de transition qui est un peu une sorte de plan directeur pour la collectivité et tous les enjeux qui en font partie? Alors pour nous, donc on raisonne en matière de transition écologique. C'est-à-dire qu'on prend en compte tous les éléments naturellement de la production d'énergie renouvelable. Ah, on vous a perdu. Tentez le rouge. Il est peut-être un peu à court de jus. Oui, donc, mais aussi des questions d'économie d'énergie et donc dans les différents secteurs où l'énergie est omniprésente, donc majoritairement. C'est-à-dire les produits d'entretien, c'est-à-dire également tout ce qui concerne le transport, l'habitat. Voilà, donc une intervention tous azimuts. Ça se résume par 21 actions qu'on qualifie, nous, pour le 21e siècle, qui est fondée sur trois principes majeurs qui sont l'autonomie intellectuelle, de tendre vers l'indépendance énergétique et la souveraineté alimentaire. Donc 21 actions bien lisibles, donc qui repose d'ailleurs sur un concept qui a été élaboré par un Anglais. Voilà, donc nous, en Alsace, nous sommes très souvent très proches des Anglais, contrairement à ce qui se passe sur Calais. Et peut-être que les Calaisiens sont plus proches des Allemands que nous. Enfin, tout ceci pour dire que c'est très, très interactif, très transversal et très international. Alors, il s'appelle Rob Hopkins qui a imaginé ce concept de la transition à partir du pic pétrolier, c'est-à-dire la raréfaction des énergies fossiles globalement et énergies fissiles également. Donc, sur les différents paramètres, les nécessités, les critères d'adaptation au réchauffement climatique, tout en créant des modes de vie plus reliés, plus enrichissants. Donc, moins de biens et plus de liens. Je crois que ça a été dit tout à l'heure. Et donc, on travaille là-dessus. Je ne vais pas dire qu'il y a un résultat probant, particulièrement sur cette dernière question de la création du développement du lien, mais on y travaille, quoi. Donc, il ne sert pas de réussir pour entreprendre et on prend cette question en bras-le-corps en développant la démocratie participative. Donc, vous n'êtes pas tant partie du changement climatique dont on parle beaucoup, qui est une contrainte externe peut-être un peu hors de portée des territoires, mais de la question finalement des énergies fossiles et puis de leur coût en fait qui arrive initialement à toute échelle, celle des individus, du foyer, des communes, etc. Tout à fait. Donc il y a une question de coût, une question financière, mais on ne néglige pas la problématique du réchauffement climatique qui est donc primordiale dans la réflexion. Voilà, donc par exemple, je ne sais pas, je peux peut-être résumer quelques questions très rapidement. Quelques actions. N'hésitez pas à nous donner, si vous avez aussi quelques chiffres pour les actions concrètes qui ont été mises en œuvre. Qu'est-ce que ça vous a rapporté, y compris d'un point de vue financier, ou en termes d'emploi Donc, nous avons d'abord installé une centrale solaire thermique sur le toit de la piscine de 120 mètres carrés qui chauffe l'eau de la piscine. Voilà, il en résulte des économies substantielles en matière, je n'ai pas le chiffre exact, mais bon, il n'est pas très, très conséquent. Par contre, nous avons initié, facilité, accompagné la réalisation d'une centrale photovoltaïque de 5,4 MW crête,
donc en préemptant des terrains pour justement cette installation. Et le loyer nous rapporte 27 000 euros. Il y a également, puisque c'est une entreprise qui a souhaité installer des structures pour une implantation d'entreprise, donc sous les toits, c'est une centrale photovoltaïque sur toiture. Et ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une création de 50 emplois, à terme une centaine, et qu'il y a également des retombées fiscales. Voilà, donc ce sont des retombées fiscales intéressantes, des activités nouvelles et des créations d'emplois. Je pourrais aussi citer la chaufferie bois, hein, je crois que ça a été mentionné, mais bon, c'est quelque chose qui s'est plutôt généralisé. On a une chaufferie bois d'un demi-mégawatt avec un réseau de chaleur qui alimente 7 bâtiments communaux. Et comparativement, je crois qu'on s'y retrouve en matière de chiffres, c'est 30 000 euros d'économie sur 140 000, ce qui n'est pas loin des 20% que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, pour un budget communal, c'est intéressant. Donc, mis bout à bout, toutes les ressources nouvelles, toutes les économies réalisées donc, sur l'éclairage public. Par exemple, il n'y a plus d'illumination de bâtiments publics chez nous. Et puis les réverbères sont tous munis de gradateurs qui diminuent la puissance de 40% sur des plages horaires, ce qui se traduit par des économies de 35%. Et les nouvelles installations, donc 3 lotissements, sont équipés en LED. C'est 6 000 euros par an, quoi. Sur les produits d'entretien issus de la pétrochimie qui ont été systématiquement supprimés, qui sont remplacés par 2 bidons, quoi. Voilà, 2 bidons. Pour une petite commune de 2200 habitants, c'est 5 000 euros par an. Voilà, donc c'est quand même significatif. Donc il y a des petites économies, mais les petits ruisseaux font les grands fleuves. Mis bout à bout, ça fait 120 000 euros d'économie. Ça fait, depuis qu'on est rentré dans la démarche de la transition, on est pas tout à fait à 100 emplois nouveaux de créer. Donc avec l'exploitation maraîchère, avec une cuisine centrale collective qui confectionne 500 repas bio par jour pour 7 écoles. Pas seulement pour Ungersheim, donc avec une conserverie. Voilà, donc c'est globalement une centaine d'emplois, plus ceux donc, de la centrale photovoltaïque. Et 120 000 euros d'économie, et surtout, donc, ce qui nous permet, voilà, d'une autre manière, chers collègues, de réinvestir les gains ainsi créés du fait de cette politique ou de cette réorientation des politiques publiques, de réinjecter cet argent dans de nouvelles installations d'énergie renouvelable. La dernière en date, c'est 40 kW crête pour alimenter la cuisine centrale, donc en autoconsommation. Voilà, et qu'il en résulte maintenant une année de fonctionnement, quelques 25% d'économie. Voilà, ce sont des économies qui sont réinjectées dans de nouvelles installations, comme par exemple récemment installer 9 petites unités photovoltaïques de 9 kW parce que ça reste intéressant au tarif de reprise d'EDF, de 25 centimes en l'occurrence. Et donc, c'est 45 kW qui ont été installés sur les toitures communales. On a travaillé avec Greenpeace Suisse, en l'occurrence, et c'est grâce à eux que nous avons un cadastre solaire qui nous permet aujourd'hui d'estimer, enfin de connaître le potentiel d'installation qui est de l'ordre de 80% en autosuffisance électrique, quoi. Sur les toitures les toitures des bâtiments de la commune et avec la centrale incluse, quoi. Donc, une nouvelle centrale qui est en perspective. Donc, chauffage inclus, donc voilà, parce qu'il y a encore du chauffage électrique chez nous, malheureusement, et également les entreprises incluses, qui représentent à peu près la moitié de la consommation. Naturellement, tout ceci, ce sont des correspondances, puisque l'énergie solaire, on n'arrive pas encore à la stocker. Voilà, ce sera sans doute pour bientôt. Donc, voilà quelques chiffres sur ces économies. Et là, on est à l'échelle d'une commune de 2200 habitants, c'est ça, Ungersheim, hein? Oui. Alors, peut-être, Nicolas Braun, vous avez fait un exercice un peu théorique pour l'instant, mais intéressant, sur un grand territoire comme celui du Scott des Vosges centrales. Qu'est-ce que ça donne en termes de montant, pour donner une idée? Oui, non. Alors, suivez bien les flèches.
Non, mais rapidement, les grosses flèches montrent quoi? Que 420 millions d'euros par an partent à l'extérieur, et que, en gros, et que même un peu plus, près de 500, et que, on va dire, en économie circulaire régionale, on est de l'ordre de 70 euros. Donc, donc voilà. Les, les- Millions, ouais, ouais. Oui, on n'est plus à l'échelle on n'est plus à l'échelle du Ouais. foyer. Déjà, ça fait pas beaucoup. Peut-être deux éléments sur ce schéma. En fait, on voit il y a quand même la flèche qui part à droite. Alors ça, c'est, enfin, disons la flèche qui part à gauche, ça reste en France. Bon, solidarité entre Français, etc. On sort du territoire. Oui. Ça fait pas du développement local, hein, puisque ça sort du territoire, mais ça fait du développement national. Par contre, à droite, ça fuit en dehors de la France et puis généralement en dehors de l'Europe. Et on voit bien par la taille des petites flèches aujourd'hui, tout l'enjeu, je pense qu'il y aurait à inverser un peu la vapeur, économie d'énergie, énergie renouvelable. Ça fait un montant. Ouais, bah, de toute façon, les flèches jaunes et oranges, c'est effectivement les énergies fossiles. Donc il y a vraiment un potentiel à ce niveau-là sur lequel on doit être amené à réfléchir. Et c'est une des orientations aujourd'hui du territoire du SCOT, celle de viser la relocalisation finalement, enfin, par l'objectif énergétique de ces montants-là. Bah, c'est sûr qu'on peut toujours avoir un objectif de ce type-là. C'est même normal. Après, il n'y a plus qu'à planifier. Voilà. Donc l'étude énergie renouvelable a montré les potentiels ou les non potentiels. On est un peu dans le même cas en matière d'éolien. On a des contraintes fortes, entre autres sur tout ce qui est militaire, qui limite les opportunités de développement. Mais après, on peut en tout cas diminuer le déséquilibre entre les sorties et les entrées en étant dans une démarche globale type négawatt où on peut faire de l'efficience, de la sobriété et après développer les énergies renouvelables là où on le peut. En tout cas, on est tous sauf sur un enjeu quantitativement insignifiant. C'est-à-dire que ça se chiffre en millions, dizaines, voire centaines de millions d'euros quand on est sur un grand territoire, je pense. Je ne sais pas, Michael Wilke, vous avez fait ce genre d'évaluation sur votre collectivité, sur les bénéfices obtenus aujourd'hui en termes financiers, économiques, sociaux, ou projetés dans le cadre de la stratégie de neutralité climatique? Bon, on avait essayé de le faire, mais dès qu'on commence, on ne sait pas où on finit. Donc déjà, ça coûte beaucoup de ressources de faire cette étude de ressources. Donc peut-être on aurait dû faire appel à l'Université de Strasbourg pour le faire. Non, on n'a pas regardé vraiment sur la commune quelles sont les retombées financières avec tout ce qu'on met en œuvre au niveau communal. Parce qu'il y a tellement d'acteurs, avec tellement des filières aussi, ça nous a paru pas un gaspillage de temps et de ressources, mais il y avait d'autres choses à faire. Mais ça ne vous a pas empêché, objectivement, d'avoir une continuité dans les actions sur l'énergie. Alors peut-être pour revenir au point que j'évoquais tout à l'heure, comment justement cette continuité a été maintenue? Enfin, quels sont les déterminants? Est-ce que les élus sont inamovibles depuis quelque temps? Ou en tout cas, est-ce qu'ils sont réélus plus positivement? Et donc ça assure une continuité politique? Ou comment cette continuité est assurée, comme vous l'évoquiez tout à l'heure? Bon, déjà au niveau de nos employés, il faut avoir une continuité au niveau de l'administration. Donc, parce que là, c'est la continuité, c'est pas les élus ni les maires qui sont élus à vie. Donc, je crois qu'il faut les motiver. Donc, il faut déjà motiver les gens qui travaillent pour la commune, qui sont là quand il y a un changement après une élection. Ils ne sont pas des militaires, donc on ne peut pas leur commander de faire de l'économie et de l'énergie.
Donc si je fais un décret de vous fermer les fenêtres, bon, ça ne sert à rien. Donc il faut les convaincre, il faut les motiver, et ils sont motivés. Donc ça, c'est déjà un travail. Quand les gens qui travaillent pour la commune, on a quand même pas mal d'écoles aussi, où il y a les gens qui travaillent dans l'école, qui donnent un peu l'exemple. Après, je crois, un des points de succès, c'était qu'on est parti un peu du coin vert. Donc, si l'écologie se résume à la partie des verts, donc forcément, si un écologiste politique dit un truc, il faut que l'autre partie doit dire le contraire. Donc, ça n'aide pas. Ça n'aide pas la discussion. Donc il faut sortir un peu de cette idée que l'écologie est une question politique. Donc l'écologie, les économies d'énergie, c'est une question de bon sens. Donc maintenant, toutes les parties ont ce bon sens et ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'au départ, bon, partout, c'était les Verts qui ont commencé à mettre le doigt là où ça faisait mal. Mais dès qu'on sort de ces réflexes politiques, on a quand même une forte chance d'arriver à quelque chose et surtout de survivre à des élections. Donc s'il y a une majorité dans le conseil municipal qui change, il faut quand même l'idée que l'économie en énergie, la transition énergétique est une question de toute la commune, ce n'est pas une question d'une partie politique. Et je crois là on est assez bien parti. Et en plus, bon, nous en tant que maire, on le met toujours en avant. Donc si on fait semblant, bon, il y a beaucoup de questions, on peut parler de l'école, du sport, de la culture et de quelque chose, et c'est tous à la fois c'est important ou pas important. Pour nous, il est clair, la question énergétique, c'est une question de futur de notre commune. Tout à l'heure, j'ai peut-être mal traduit justement votre présentation, mais j'ai traduit à un moment donné citoyen expert dans le cadre de groupes de travail. Est-ce que la traduction est correcte? Et il y avait une question, qu'est-ce qu'un citoyen expert alors? Bon, déjà, on a beaucoup d'associations. Donc, il y a des associations écologistes, écologiques avec des experts. Donc, il y a vraiment des gens qui ont plus d'expertise que nous en la matière, qui sont vraiment passionnés par une question. Et on les trouve partout. Il y a des gens qui travaillent d'une façon sur la mobilité qu'on n'arrive jamais à avoir cette précision sur les questions, parce qu'ils sont passionnés par le sujet. Il faut les trouver. Donc il faut vraiment trouver des gens qui sont passionnés par je reprends le mot, par une transition énergétique. Et là, il y en a des gens sur la commune. Donc il faut les trouver, il faut les motiver à se mettre en service de la commune. Et on est arrivé, on a beaucoup de comités comme ça, communaux. On vient de mettre en place un comité comme ça pour les personnes âgées. Il y a des gens qui sont vraiment spécialistes en la matière sans être payés pour ça, sans faire partie soit de la commune, soit d'une entreprise. Donc c'est des gens qui sont motivés par l'enjeu de participer à une problématique d'intérêt général et vous n'êtes même pas obligé de les payer et c'est super. Non, il faut les trouver, Oui. c'est déjà une chose. Et il faut valoriser leur apport. Donc je crois que c'est la grande question. On est souvent au niveau communal, on commence un truc et l'année prochaine on est peut-être un peu plus loin et dans 3 ans on est au bout. Donc on n'est pas à une vitesse que les gens ont envie de se mettre en service. Donc il faut toujours valoriser cette contribution aussi. D'accord. Jean-Marie Muller, vous acquiesciez
en disant il faut les trouver, ces citoyens experts. Alors justement, chez vous, vous avez une démarche dans le cadre de dans la continuité de votre exercice de prospective que vous avez évoqué, de travailler avec des groupes de citoyens. Alors c'est tout frais, si j'ai bien compris, mais comment ça se met en place, cette dynamique sur la vallée? En fait, quand on a eu bouclé notre projet de territoire, quand on a validé, on s'est dit, mais finalement, pour qui on fait ça? On ne fait pas ça pour... c'est pas un exercice intellectuel qu'on fait, ni pour se valoriser. On fait ça pour les habitants de notre territoire. Donc les habitants de notre territoire, si on veut que ça fonctionne, il faut les associer. Alors on peut faire classiquement ce qu'on fait tous, c'est-à-dire que on envoie des bulletins d'information, on renvoie le site internet, on fait des réunions publiques, etc. Et puis on leur dit voilà ce qu'on a décidé. Voilà. Puis maintenant, si vous avez éventuellement un avis, vous pouvez nous le donner. Voilà. Puis alors on en tient compte ou on fait où on n'en tient pas compte. Voilà. Donc on s'est dit, il faut sortir de ça, il faut évidemment informer, mais il faut sortir de ça. Et finalement, alors je reviens effectivement, je partage entièrement ce que vous avez dit, il y a chez nos concitoyens des gens qui maîtrisent parfaitement un certain nombre de sujets, beaucoup mieux que nous, beaucoup mieux, un peu mieux peut-être, qu'un certain nombre de techniciens ou de bureaux d'études ou de spécialistes, et qui ont le vécu du terrain, parce que c'est pas tout d'être un grand spécialiste. Je ne voudrais pas vous manquer de respect dans ce que je vais dire, mais on peut être un grand universitaire et se planter quand on vient ici nous expliquer comment on développe notre vallée. Tout simplement parce qu'on ne la connaît pas. Parce qu'on ne la connaît pas, tout simplement. Voilà, donc excusez-moi, je ne voudrais pas... mais c'est important, alors que nos concitoyens, ils vivent tous les jours, ils savent tous les jours comment il faut faire pour aller de leur domicile à Colmar, en passant par Kaysersberg, où ça bouchonne tous les matins. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ils ne prennent pas le bus? Qu'est-ce qui ne va pas dans les transports en commun? Ils le savent. Alors, on s'est dit, on va donc les associer, tout simplement. Et on a créé, alors pour l'instant, de façon expérimentale, des grappes. Ce qui est dans le vignoble au moment des vendanges est pas mal. Groupe Action Projet. Groupe Action Projet. Donc, ce sont des groupes de réflexion autour d'une thématique. Donc, on a retenu 3 thématiques. Encore une fois, c'est expérimental jusqu'à la fin de l'année. La petite enfance et les modes de garde. La communication et la sensibilisation sur le développement durable et les déplacements transports en commun, les déplacements doux, transports en commun. Voilà. Parce que, alors les 2 premiers, c'est parce qu'il y a les premiers et le 3e, c'est parce qu'il y a une actualité sur cette thématique-là. Et la sensibilisation, parce qu'il faut évidemment qu'on fasse connaître l'ensemble de la démarche. Donc on a pris quelques élus du conseil communautaire, très minoritaires, il y en a 3 ou 4, hein, puisqu'il faut quand même à un moment donné que les propositions des groupes de travail remontent au conseil communautaire qui décide. Les élus restent responsables. Voilà. Et donc quelques élus, quelques experts au sens local du terme, c'est-à-dire on a des gens dans les associations, Ma Vallée en transition, Pas à Pas, enfin on a un certain nombre d'associations de gens qui connaissent les problématiques, qui militent aussi dans ces problématiques-là. Parfois des experts extérieurs, parce qu'il faut quand même des gens qui ont un regard extérieur, parce qu'on ne maîtrise peut-être pas suffisamment la thématique, et puis des citoyens qu'on a tirés au sort. Donc on a demandé à chaque commune, donnez-nous une liste de 7 ou 8 citoyens, comme ça, au sort. Donc moi, quand on me demande ça, je prends la liste électorale et je ne prends pas la liste, je ne la regarde pas, et je dis, vous prenez le 438, le 617, etc. Voilà. Alors je ne sais pas qui c'est, et ensuite on a donné ces noms, chaque commune a donné ses noms, et on a appelé les gens, en disant, voilà, madame, monsieur, vous avez été tiré au sort pour telle mission, est-ce que vous acceptez ou pas? Alors expliquant de quoi ils retournent. Et la plupart ont accepté. Il y a eu quelques refus, hein. Il ne faut pas non plus. Mais à notre surprise, beaucoup ont accepté spontanément en disant, bah oui, moi ça m'intéresse, donc je vais venir participer à ce travail-là. Et alors, quand ils viennent, donc les premières réunions ont eu lieu, les pilotes, c'est-à-dire les pilotes de chacun des groupes, ce sont un élu et un technicien de la communauté de communes, ont été accompagnés par un cabinet spécialisé, comment on organise une réunion, comment on pilote la discussion, etc. Hein, c'était extrêmement intéressant, et puis on s'aperçoit que parfois, nous les élus, on pense qu'on sait comment on fait mener une réunion, et ben voilà, ça nous remet un peu les idées en place. Donc les premières réunions donc, ont eu lieu, alors voilà, et ce qu'on leur dit, voilà, on vous pose une question, vous nous faites des propositions, mais entre le mois de septembre et le mois de décembre, vous vous réunissez. Après, c'est fini.
Ce n'est pas un engagement que vous prenez sur 3 ans, sur 5 ans, sur la durée du mandat. C'est un engagement qui est limité dans le temps. Et une fois que cet engagement est fini, une fois que vous avez fait vos propositions, eh bien, vous pouvez rentrer chez vous. Merci. Et voilà, on vous demandera. Vous allez en tenir compte alors de ce qui. Alors, c'est là où on y arrive. Bien sûr, l'objectif, c'est bien d'en tenir compte. Alors, j'entends bien mes collègues du conseil communautaire qui me disent, mais attends, nous, on a été élus, c'est à nous de décider. Et bien sûr que c'est à vous de décider. Seulement, il va falloir qu'entre les propositions des groupes de travail et le conseil communautaire, on fasse preuve d'intelligence. Et si on fait preuve d'intelligence, on tire le territoire par le haut. Voilà la réponse. Donc, à nous, maintenant, de faire preuve de suffisamment d'intelligence pour pouvoir tirer le territoire vers le haut, tout simplement. Merci. Un vrai assentiment de principe de la salle, donc il n'y a plus qu'à. On a aussi, je veux juste ajouter, on a aussi mis en place un comité de validation, d'évaluation, voilà, avec des élus qui ne sont pas engagés dans le processus, pour qu'à un moment donné, ils nous disent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et est-ce que ça vaut la peine de continuer. Jean-Claude Mensch, la participation est consubstantielle en fait, de la manière dont le mouvement de transition, les initiatives de transition ont été pensées par Rob Hopkins, vous l'évoquiez. Alors ce qui est un peu atypique finalement à Ungersheim, c'est que c'est vous, le maire, qui êtes presque le premier promoteur de cette initiative-là, mais néanmoins je pense que le rôle de l'habitant et des citoyens est tout à fait fondamental. Comment ça s'est passé chez vous ? Oui, donc pareil, on pense qu'il faut sortir de la démocratie représentative vers une démocratie participative. Il ne s'agit pas pour l'électeur de mettre son bulletin de vote dans l'urne et de se désintéresser de la vie politique, publique de sa commune, de sa collectivité pendant 6 ans. Et voilà, de critiquer quand c'est nécessaire et de ne pas s'impliquer. Donc, dans cette démocratie participative, il convient d'intéresser l'ensemble des citoyens de la commune et nous les invitons à siéger, donc de façon totalement libre, dans des commissions participatives qui ont des thèmes effectivement de travail ou des objectifs selon le cas, mais qui peuvent se réunir souvent sans ordre du jour, où les rapporteurs, les animateurs ou les présidents de séances sont issus de la société civile, donc rarement des élus. Et donc c'est ainsi que nous mettons à contribution l'expertise de chaque citoyen. Et on pense que cette expertise, chacun la possède, même aussi petit soit-elle. Il suffit simplement de libérer l'expression, de permettre à tout un chacun de s'exprimer, d'apporter son éclairage, sa contribution, sa façon de voir les choses. Et donc, selon un terme cher à Rob Hopkins, on peut aller vers cette expertise ou ce génie collectif. Voilà, donc ce génie collectif qui se traduit par des propositions, par des orientations qui sont ensuite, qui doivent rester d'ailleurs dans les capacités budgétaires de la commune, n'est-ce pas ? Il ne faut pas que ce soit des choses tout à fait farfelues et qui ne peuvent pas être réalisées. Et donc, le conseil municipal, en règle générale, il a toujours, enfin pour l'instant, il a toujours validé ces propositions qui sont faites par ces conseils participatifs où on demande l'implication de chaque citoyen. Alors il y a, parce que je pense que la question se pose certainement chez vous, il y a à peu près sur une commune de 2200 habitants, il y a entre 40 et 50 personnes issues de la société civile qui s'investissent, qui s'engagent. Voilà. Donc nous, on considère, enfin moi je considère que ce n'est pas assez, mais au regard de ce qui se passe dans des collectivités par ailleurs beaucoup plus grandes, c'est pas si mal que ça. Et puis donc ça c'est plutôt un exercice que je qualifierais d'intellectuel, mais il y a aussi des gens qui veulent apporter leur contribution manuelle et nous organisons régulièrement, donc actuellement il y a des chantiers citoyens, donc ça va bien au-delà de la journée citoyenne, ça se pratique toute l'année. Par exemple, quand nous avons reconstitué un bocage en plantant 1350 arbres et arbustes et des arbres fruitiers et des fruits rouges, donc il y a une centaine de personnes qui se sont
investi, engagé pour ces plantations, quoi, dans les chantiers citoyens. Aussi dans la régie agricole communale, dans la construction, dans la participation à la construction d'une ferme donc, qui est actuellement en cours, qu'on appelle la Maison des Natures et des Cultures. Donc on essaye de créer cette sorte d'effervescence, de participation, d'implication continuelle des citoyens dans la vie publique. Et puis, donc, c'est une richesse absolue hein, pour la collectivité. Ça a une contribution incroyable pour aller de l'avant. C'est également une implication qui permet le partage des projets, la compréhension des projets. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va créer l'association après une bonne année de réflexion qui sera une coopérative d'énergie partagée, donc avec des citoyens qui apportent des financements participatifs. Donc ça vient des citoyens eux-mêmes, voilà. Mais il y a toujours aussi la contribution de la collectivité, quoi. C'est aussi une forme de synergie. Merci, on aura d'ailleurs l'occasion de voir ça, enfin en tout cas pour certains d'entre nous en direct, dans le cadre de l'accueil de pas mal de participants de rencontres que vous faites vendredi après-midi dans votre commune, donc avec les visites concrètes des différents projets. Nicolas Brand, on va peut-être juste remonter un peu d'un cran et pour conclure, toutes ces dynamiques d'implication citoyenne, elles se font assez bien à l'échelle à laquelle les citoyens se croisent au quotidien. Comment, quand on monte à l'échelle d'un SCOT, la question de la participation peut être mise en œuvre, alors avec quels acteurs? Et puis sur cet enchaînement un petit peu multiniveau, si vous voulez, entre la commune, la communauté de communes, le SCOT, voilà, comment ce document-là peut dépasser finalement le simple document réglementaire? Est-ce que vous avez même des exemples en fait, d'implication citoyenne qui donneraient leur avis sur l'évolution du SCOT, qui essaierait... Question un petit peu large, mais en quelques mots sur cette question, multiniveau. Oui, oui. Je vais essayer. Donc, de répondre ou en quelques mots? En quelques mots. Non. Donc, il faut bien... Enfin, pour nous, l'énergie, il y a un vrai projet global de territoire. Donc, ça veut dire que ça peut toucher effectivement tous les niveaux de décision ou d'engagement. Donc, si on part à l'échelle du SCOT, donc le SCOT en lui-même a vraiment un rôle de coordination, d'expertise, d'études et de planification, bien évidemment. Donc, des études en ce qui nous concerne aujourd'hui sur les énergies renouvelables. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que notre SCOT est actuellement en cours de révision, donc il sera révisé en 2018. Donc là, on intègre totalement la démarche TEPOS ou TEPCV dans la révision du SCOT. Donc il y a vraiment une intégration de ces enjeux-là sur tous les outils de planification du SCOT. Donc à une échelle... en dessous, quoique bientôt au 1er janvier 2017, l'agglomération d'Épinal va avoir quasiment la taille du SCOT actuel. Donc on a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre par l'agglomération d'Épinal, mais aussi par les communautés de communes environnantes, puisque dans le cadre du TEPCV, en fait, on a eu 5 lauréats sur le territoire. N'en parlez pas, ça va faire déjà... Ah, pardon. Eh ben, ouais, trop tard. En fait, le SCOT a articulé les dossiers de candidature TEPCV pour lui-même et pour un certain nombre de structures intercommunales. Qui ont toutes été lauréates. Voilà. Donc à cette échelle intercommunale, on a eu des plans climat et donc maintenant une démarche TEPCV. On a eu également la mise en place de l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, dont le président est présent aujourd'hui. Donc la plateforme de rénovation énergétique qui s'appelle Dialecte chez nous, donc qui est également mise en place. Donc on a mis en place aussi, on parlait tout à l'heure de mobilité, donc il y a des politiques sur la mobilité qui ont été mises en œuvre avec une plateforme internet
qui s'appelait Cœur des Vosges Mobilité, mais sur laquelle on retravaille à l'heure actuelle. La ville d'Épinal met en place un plan vélo. Il y a des aides aux vélos à assistance électrique qui ont été mis en place à l'échelle de l'agglomération, parce que comme on a un peu de dénivelé, ça pouvait être compliqué de développer l'utilisation du vélo sur Épinal et sur l'agglomération. Donc l'assistance électrique nous aide bien à développer la démarche. À une échelle plus restreinte également, à l'échelle de la ville d'Épinal, donc on a réalisé des audits globales en matière de patrimoine et qui ont débouché sur la labellisation Cap Citergie. Donc on est à la toute première petite marche de la labellisation européenne, mais on espère pouvoir être labellisé Citergie d'ici l'année prochaine. Et puis, bien évidemment, le réseau de chaleur dont je vous parlais. Et enfin, pour finir sur l'engagement citoyen, ce qui s'est initié sur le territoire, c'est qu'il y avait un certain nombre de projets collectifs qui ont été animés, entre autres, par le SCOT, par l'agglomération. Donc, que ce soit le plan climat, que ce soit toutes les démarches de réflexion sur le TEPCV, ou l'opération Famille à énergie positive pilotée par l'espace Info Énergie. Donc toutes ces démarches-là, finalement, ont créé une dynamique locale citoyenne qui a débouché sur la mise en place d'une association qui s'appelle Épinal en transition. Donc là aussi, on parle de transition. Et ils sont débordants d'énergie et d'activité. Donc on les intègre dans toutes les démarches qu'on peut mettre en œuvre, et ils mettent en place d'eux-mêmes un certain nombre d'ateliers, que ce soit en matière d'autoconstruction, d'économie d'énergie, de réflexion sur tout ce qui est atelier culinaire, sur la réparation de vélos, etc. Voilà. Merci beaucoup pour ces expériences qui, pour la plupart d'ailleurs, donneront lieu à des développements. Demain, Jacques Grondal, qui est technicien au SCOT, parlera de la mobilité en lien avec l'exercice du SCOT. Vous serez là aussi demain, Jean-Claude Bench, pour parler plus spécifiquement des questions alimentaires, puisqu'il y a eu un énorme travail sur la commune de la fourche à la fourchette, ou quelque chose comme ça. De la graine à l'assiette, c'est une variante. Et évidemment, on aura largement l'occasion de découvrir le territoire. Merci Michael Wilke pour votre long témoignage et votre rebond. Et donc merci à tous pour votre participation à cette table ronde.